Dans cette présentation, on va voir comment calculer le travail fait par une force constante. Quelques notions préalables, donc pour bien comprendre cette présentation-là, il faudrait que vous connaissiez les notions suivantes. Alors, premièrement, être capable de tracer un diagramme de force. Deuxièmement, être capable de calculer une normale. Ensuite, calculer un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, c'est les notions là, à maîtriser avant de passer à regarder cette vidéo-ci. Objectif de la présentation, c'est de vous amener à être capable de calculer le travail fait par une force constante. C'est tout. Alors, parlons-en de la force constante. Qu'est-ce que c'est? La notion de force constante, bien, une force qu'on veut dire constante, c'est une force qui prend la même valeur partout dans l'espace. Voici deux exemples. Le poids prend toujours la même valeur, donc peu importe où se situe l'objet dans l'espace, le poids c'est toujours donné par mg. Autre exemple, une force de friction, donc si le coefficient de friction sur la surface par exemple est toujours le même, donc sur toute la surface, on va avoir la même force de friction partout. Donc ça c'est deux exemples de forces constantes. Des exemples de forces qui ne sont pas constantes. Donc c'est des forces qui dépendent de la position. Bien, ça c'est un exemple qu'on n'utilisera pas dans le cours, mais des aimants. Donc, on sait que plus les aimants sont proches, plus la force de répulsion d'attraction est grande, plus ils sont loin, plus elle est petite. Une force qui également n'est pas constante dans l'espace, c'est une force exercée par un ressort. Donc, plus on étire ou plus on comprime le ressort, plus la force va être grande. Donc, celle-là, on va la rencontrer plus tard dans le cours. Pour simplifier les choses, on va considérer la chose suivante. Pour le cours de mécanique, toutes les forces sont constantes, sauf celles exercées par un ressort. Donc, dans la présentation suivante, on va voir des forces constantes, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de forces exercées par le ressort, ce sera vu plus tard. Comment calculer le travail fait par une force constante? Donc, voici une situation où j'ai un objet, donc le boulet de canon. C'est un projectile, donc on voit la trajectoire qu'il décrit, et il est soumis à une force constante qui est, bien, vous l'aurez compris, son propre poids. Donc, pour calculer le travail, j'ai besoin d'abord d'une force. Donc, F, qui est une force constante appliquée sur un objet. C'est donné en newton, une force. Donc, c'est bien important que la force doit être constante. S, c'est le déplacement de l'objet en mètres. Donc, entre cette position-là et cette position-là, on voit qu'on a eu un déplacement donné par le vecteur S. Et θ, l'angle entre la force F et le déplacement S. Donc, précédemment, là, on avait utilisé delta R pour le déplacement. Donc, ça, c'était dans les chapitres sur la cinématique. Pour le travail, donc, on va souvent utiliser S comme symbole du déplacement. Et finalement, θ, bien, remarquez que c'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc, la force, c'est un vecteur, le déplacement, c'est un vecteur, et θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc, pour calculer le travail W effectué par la force F est donné par le produit scalaire entre F et S. Donc, W, je le représente comme ça, produit scalaire entre F et S. Donc, W, ça vient du mot anglais pour travail qui est work. Donc, on utilise le symbole W pour représenter le travail. Donc, le travail est un scalaire parce que je l'ai calculé à partir d'un produit scalaire. Donc, il n'y a pas de direction. Vous pouvez avoir un signe. Donc, on peut avoir un signe positif ou négatif, mais c'est un scalaire. Et il est exprimé en joules. Donc, un joule, c'est 1 newton fois 1 mètre. Donc, la force est en newton, le déplacement est en mètres, le travail est donné en joules. Donc, on voit que les joules, c'est bien une unité qui est donnée par des newtons multipliés par des mètres. Donc, le produit scalaire, on a deux manières de le calculer. On peut le calculer à partir des modules des vecteurs. Donc, si les deux modules des vecteurs sont connus, à ce moment-là, on multiplie les modules ensemble, module de F fois module de S fois cosinus θ. Et, faire bien attention, rappelons que θ est l'angle entre F et S. Donc,
ce serait représenté comme ceci. Donc, ce n'est pas l'angle par rapport à un axe, comme on est habitué de voir. Ce n'est pas l'angle par rapport à l'axe des X ou des Y, c'est vraiment l'angle entre les deux vecteurs. Donc ça, c'est vraiment important, cette distinction-là. Ou encore, si je connais les composantes des vecteurs, bien, le vecteur déplacement, on était habitué d'utiliser un delta R. Bien, on voit que le vecteur déplacement, c'est delta xi plus delta yj plus delta zk. Et quand je multiplie ça avec le vecteur force, qui a lui aussi des composantes x, y et z, ben dans le produit scalaire, on avait vu qu'on multiplie ensemble chaque composante et on les additionne. Donc, il n'y a pas de i, il n'y a pas de j, il n'y a pas de k. D'accord? Donc, c'est vraiment l'addition scalaire de toutes les multiplications. Donc, à la fin, j'obtiens seulement un scalaire en multipliant toutes les composantes entre elles et en les additionnant. Donc, à ne pas confondre avec l'addition de vecteurs, on additionnait les composantes ensemble, j'obtenais des IJK, mais là, c'est une multiplication, un produit scalaire. Je multiplie les composantes, les IJK disparaissent complètement dans la réponse finale. Donc, on est prêt à passer au premier exercice. Voici une situation, donc on a Popeye qui tire un autobus de 10 kg vers le haut d'un plan incliné à 30 degrés et dont le coefficient de friction est 0,1. C'est un coefficient de friction statique. Donc, il applique sur l'autobus une force de tension de 45 newtons orientée à 15 degrés au-dessus de la surface. Alors, c'est cette force-là ici. Et 15 degrés par rapport à la surface du plan incliné. Donc, le 15 degrés est ici. Le déplacement est de 20 mètres. Donc, on va tirer l'autobus sur une distance totale de 20 mètres. Calculer le travail fait par chaque force. Donc, la première chose à faire, bien, si on veut calculer le travail fait par chaque force, il faut connaître chaque force. Donc, le schéma des forces, c'est la première chose à faire. Donc, on le fait rapidement ici. Il est déjà fait pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a évidemment le poids, la normale qui est perpendiculaire à la surface, la force de friction qui est opposée au glissement. Donc, c'est assez clair que l'autobus est en train de glisser sur la surface. Alors, la force de friction va être dans la direction vers le bas du plan incliné. Et on a cette force-là, force de tension, qui vaut 45 newtons orientée à 15 degrés au-dessus de la surface du plan incliné. Donc, ça, ce sont nos 4 forces. On va aller calculer le travail fait par chacune de ces forces-là, une à la suite de l'autre. Commençons par la force de gravité ou encore le poids. Donc, on a représenté ici d'abord le poids vers le bas et ceci représente le vecteur déplacement. Donc, vous voyez que le vecteur déplacement, il est le long du plan incliné. Donc, dans cette direction-là ici. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris l'orientation par rapport à l'horizontale. On voit qu'il est orienté à 30 degrés. Bon. Alors, allons-y. Le travail fait par le poids, c'est le produit scalaire entre le poids et le déplacement. Ou encore, on peut y aller avec les modules. Donc, module du poids, mg, module du déplacement fois cosinus θ. Et là, attention, cosinus θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc, on voit qu'on a ici 90 plus 30. On a 120 degrés entre nos deux vecteurs. Donc, autre chose, dans ma multiplication, ce sont les modules que je retrouve ici. Alors, la direction m'importe peu. Donc, le module, c'est toujours positif. Alors, le module du poids, on avait 10 kg. L'autobus, on vous rappelle, il pèse 10 kg. C'était donné dans la question. Fois une distance de 20 mètres. Donc, ça, c'est le déplacement. Fois cosinus de 120, c'est l'angle entre les deux. Et on se retrouve avec moins 980 joules pour le travail fait par la gravité. Donc, le moins vient de où? Bien, cos de 120, vous allez obtenir une valeur négative à partir de ça. Donc, c'est tout à fait normal, là. Il n'y a pas de surprise, on peut très bien avoir un travail négatif.
Donc, on peut très bien avoir un signe négatif. Travail effectué par Popeye. Alors, on a représenté encore la force et le déplacement. Donc, toujours le déplacement le long du plan incliné. Et on voit que cette fois, on a un angle de 15 degrés entre la force et le déplacement. Donc, produit scalaire entre la tension et le déplacement. Ou encore, module de la tension fois module du déplacement fois cosinus θ. Donc, le module de la tension, 45 newtons. Le déplacement, 20 mètres, fois cosinus de 15. Je le réécris ici, là, juste pour qu'il soit sur la même ligne. Donc, il avait changé de ligne, fois cosinus de 15. Et on obtient un travail fait par Popeye de 869 joules. Travail effectué par la normale. Celui-là est un peu spécial. Pourquoi? Ben, regardez la direction de la normale. La normale est perpendiculaire à la surface. Le déplacement, ben, il est parallèle à la surface. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, normale produit scalaire avec le déplacement. Module de la normale fois module du déplacement fois cosinus θ. Et on retrouve qu'on a cosinus de 90 degrés. Ben ça, c'est égal à 1. C'est égal à 0. Excusez-moi. Cos de 90, c'est égal à 0. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de calculer le module de la normale. On sait tout de suite que le travail effectué par la normale est de 0 joules. Donc, de manière très très générale, là, quand vous avez une force dans une certaine direction avec un déplacement dans une direction perpendiculaire, donc on aura toujours, étant donné qu'on a un cos de 90 et que ça vaut 0, on aura toujours un travail qui sera nul pour une force qui est perpendiculaire au déplacement. Bon, la force de frottement, et évidemment, avant d'aller calculer le travail fait par la force de frottement, il va falloir qu'on calcule la force de frottement elle-même. Donc, j'ai représenté toutes les forces qu'il nous faut pour calculer la normale, parce qu'on se rappelle que le calcul de la force de frottement, j'ai besoin de connaître la normale. Donc, pour aller calculer la normale, on va utiliser notre somme des forces. Donc, on va imaginer notre système d'axes, X, Y. Donc, on va équilibrer les forces en Y. Alors, la somme des forces en Y doit donner 0. Qu'est-ce qu'on a en Y? Alors, on regarde ça. Donc, on a d'abord la normale en Y. C'est beau. Moins mg cos de 30. Donc, le poids, la composante Y du poids, qui est ici. On voit que c'est la composante adjacente à l'angle de 30 degrés. Donc, ça ici. Plus 45 sin de 15. Donc, c'est le morceau ici. Donc, la force de tension valait 45 newtons. Et donc, je dois tenir compte de cette composante-là aussi dans le calcul de ma normale. Donc, elle est positive. Vous voyez qu'elle pointe vers les Y positifs. Et on obtient une normale de 73,2 newtons. À partir de ça, on peut aller calculer la force de frottement. Donc, coefficient fois la normale. Donc, le coefficient, c'était 0,1 fois 73,2 newtons. Et on obtient une force de frottement. Donc ça, c'est en module, là, je vous rappelle, de 7,32 newtons. Et une fois qu'on a ça, on peut aller calculer le travail effectué par la force de friction. Donc on voit que la force de friction est diamétralement opposée au déplacement. Donc le déplacement est vers le haut du plan incliné, la force de friction est vers le bas du plan incliné. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, commençons avec écrire notre produit scalaire. Donc, le travail fait par la force de friction, c'est la force de friction produit scalaire avec le déplacement. Ou encore, en termes de module, module de la force fois module du déplacement fois cosinus θ. Alors, bien important ici, notez que les modules sont toujours positifs. Le signe négatif vient de où? Il vient du cos 180. D'accord? Donc, c'est toujours les modules que je mets ici et ici. Donc, c'est impossible que j'ai la moindre valeur négative pour le module de la force ou le module du déplacement. Donc, ça, c'est une valeur positive. Ça, c'est une valeur positive.
Et cosinus de 180, bien évidemment, ici, on voit qu'ils sont diamétralement opposés. Donc, cosinus de 180, ça, c'est égal à moins 1. Donc, cet angle-là va faire en sorte que j'obtiens, pour le travail fait par la force de friction, un signe négatif. Donc, j'ai moins 146 joules. Donc, voilà comment calculer le travail fait par une force constante. Alors, c'est toujours la même chose. Hein? Donc, on multiplie, on fait le produit scalaire. Quand on a les modules, ça va bien. Il reste à trouver l'angle entre les deux vecteurs. Donc, c'est vraiment, comme vous voyez, toujours l'angle entre les deux vecteurs et non pas l'angle du vecteur par rapport à un axe. Une dernière chose, on pourrait calculer le travail total sur un objet. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la somme du travail fait par chacune des forces. Bon, rien de tel qu'un exemple pour illustrer ça. Ben, dans l'exercice qu'on avait ici, on avait plusieurs forces, donc on a calculé le travail fait par le poids, la normale, la force de tension, la force de friction, donc le travail total. Le travail total effectué sur l'autobus, c'est tout simplement, j'additionne le travail fait par chacune des forces. Donc, on avait ces valeurs-là ici. Donc, moins 980 plus 869 plus celui-là ici, le travail fait par la normale était 0. Donc, ça donne un travail total de moins 257 joules. Donc, on s'en servira plus tard là, de la notion de travail total. Pour l'instant, ce qu'il faut être capable de faire, c'est calculer le travail fait par une force constante.